Place à Louis. Salut Benoît. Salut Louis. Alors, le thème de la soirée. Les fantômes. Nous allons partir à la chasse aux fantômes, figure-toi. Bon, les vrais fantômes. Ah, les vrais avec le suaire blanc. Voilà, ça, dans les manoirs, dans avec les bruits de chaîne et on va la faire totale. tout le tour. On va faire tout le tour. Génial. Oui. Bon, pour les petits et pour les grands, donc des histoires de fantômes tout au long de la soirée. Frisson garanti sur Sud Radio. Bonne soirée à tous. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Silorio Massarini, soutiene Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans la chasse aux fantômes. Enfin, bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons partir à la chasse aux fantômes durant 1h15. Ces fantômes qui nous ont fait peur lorsque nous étions petits. Vous allez tout savoir sur ces êtres qui se promènent recouverts, pour certains d'entre eux, d'un suaire blanc avec à leur cheville un boulet enchaîné. Le spécialiste de la chasse aux fantômes, ou plutôt celui qui a écrit un livre tout à fait intéressant, s'appelle Édouard Brazé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Édouard ? Pas bien. Alors, avec vous, nous allons découvrir ce monde fascinant et assez frissonnant également des fantômes. Vous avez écrit un petit livre remarquable avec une maquette des illustrations vraiment très très belles. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Ça s'appelle Le Guide du chasseur de fantômes. Et avec vous, nous allons arpenter les couloirs inquiétants, notamment des maisons hantées. Bien entendu, vous le savez, si vous voulez intervenir dans cette émission, c'est avec grand plaisir. Vous êtes ici, chez vous, sur Sud Radio. Vous prenez votre portable, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, votre question, votre réaction ensuite, et vous nous envoyez tout cela au 71 200, et je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Édouard Brazé, nous allons donc, avec vous, arpenter le domaine mystérieux des fantômes, leur côté un petit peu merveilleux. Je rappelle que vous êtes conteur de métier. D'ailleurs, c'est votre deuxième participation dans ces aventuriers de l'étrange. Nous avons eu le grand plaisir de vous écouter lorsque vous nous aviez emmenés à la découverte du monde merveilleux des fées, des lutins, des farfadets, des elfes ou encore des animaux très étranges et mystérieux. Comment ça vous est venu d'ailleurs, tiens, ce goût pour les mots et les contes ? Eh bien, en fait, c'est vrai, dans une précédente vie, j'étais journaliste, donc je m'intéressais au réel. Oui. Et à une certaine époque, je me suis intéressé à l'invisible. Je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas possible d'appliquer les mêmes méthodes d'investigation du journaliste ou du chercheur au domaine de ce qui ne se voit pas, mais qui existe peut-être. Oui. Donc en fait, je suis rentré dans cet univers de l'imaginaire, du mystérieux, du fantastique, du merveilleux, de la féerie, des contes, et je me suis aperçu que c'était un monde qui en fait avait ses propres règles, et qu'en fait, en y regardant de plus près, cet imaginaire est structuré d'une façon très précise. Et donc, j'ai fait tous ces livres qui essaient de trouver une sorte de cartographie, en quelque sorte, de l'imaginaire, de s'y repérer, et en fait, de retrouver une espèce de piste, comme dans un jeu de loi, ou comme le petit poussé qui ramassait ses petits cailloux blancs. Et en fait, c'est vrai que le folklore, les légendes, les mythologies, les contes permettent de dresser une sorte de carte de l'imaginaire, et c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Oui. Vos livres ont toujours, comme on dit dans le jargon, une maquette très soignée, beaucoup d'illustrations, de photos, de petits ajouts sur le texte qui rendent les livres tout à fait particuliers. Ça fait également partie de votre signature. Alors oui, alors cela dit, c'est vrai que c'est aussi un travail d'équipe, qui est avec l'éditeur, avec l'iconographe. On a cherché en fait à rendre des petits livres qui sont un peu comme, vous savez, ces field guides qui existent en Angleterre, c'est-à-dire c'est des sortes de livres qu'on emporte avec soi pour aller à la chasse aux papillons ou pour consulter un herbier, vous voyez. Oui, La différence là, c'est qu'au lieu de chercher des fleurs ou des oiseaux ou des animaux, eh ben on cherche des fées ou des fantômes en l'occurrence pour ce livre. Alors effectivement, il y a des illustrations, mais également par exemple certaines phrases sont surlignées, voilà, en rouge, avec des annotations, comme vraiment un véritable chasseur de fantômes, ce que j'ai été pendant plusieurs mois pour faire ce livre. Oui. Alors les fantômes ont toujours existé dans l'histoire des hommes. Ah oui, bien sûr, puisque la mort a toujours existé, évidemment, la vie existe. Et
morts et que certains peut-être y survivent. Alors pour le meilleur, mais aussi pour le pire, puisque les fantômes ont toujours fait peur, ont toujours intrigué, ont toujours fait peur. On se rappelle de cette phrase que Madame du Deffand, qui était une amie de Voltaire, disait. Elle disait: je ne crois pas aux fantômes, mais j'avoue qu'ils me font peur. Et je crois que c'est notre cas aussi. On ne croit pas aux fantômes, mais dès qu'on parle de fantômes, on éprouve une sorte de frisson. C'est vrai. Alors vous qui nous écoutez, si vous connaissez des histoires de fantômes que l'on relate dans votre région concernant une vieille maison, concernant un lieu particulier, concernant un château qui serait prétendument hanté par hasard dans notre grand sud, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS avec votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle et que vous nous fassiez part de cette histoire qui appartient également à l'histoire de votre pays. Vous nous envoyez un SMS au 71 200 Sud d'abord, ensuite un espace et vous nous envoyez votre SMS au 71 200. Ouvrons donc, Édouard Brazé, si vous le voulez bien, le dossier des fantômes et commençons par le début de l'histoire, avant même l'histoire, la préhistoire. Déjà, les hommes de la préhistoire étaient fascinés et craintifs par rapport aux fantômes ou aux revenants ou aux morts. Oui, et on le sait par justement des témoignages écrits qui ont pu nous être légués par certaines légendes très anciennes, et notamment le fameux mythe de Gilgamesh, qui date quand même de 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et là, dans Gilgamesh, on lit, donc c'est une épopée babylonienne, on y lit que les morts qui n'avaient pas de sépulture, qui étaient enterrés, qui n'avaient pas de sépulture, s'appelaient les Ekimous, et c'était des sortes de revenants qui venaient hanter les vivants. Et en fait, c'est vrai que très tôt, la société humaine s'est fondée autour de cultes funéraires qui étaient destinés justement à permettre aux morts de trouver leur chemin après la vie et justement de ne pas rester sur Terre pour hanter les vivants. Et ça, on le voit de la préhistoire jusqu'à la Rome et la Grèce antique, où notamment dans la Rome antique, on craignait les mauvais morts, et les mauvais morts, c'était ceux qui justement pouvaient revenir hanter les vivants. Alors justement, donnez-nous plus de détails sur ce qui se passait dans la Rome et la Grèce antique justement, concernant les morts et les revenants, et la crainte des revenants. Voilà, alors vous savez qu'on parle souvent des mânes, qui étaient les bons ancêtres, et donc il y avait un autel chez les Romains qui était destiné justement à ces ancêtres protecteurs, mais il y avait également les mauvais morts, donc ceux qui étaient morts généralement de morts violentes, Oui. ou qui étaient suicidés, ou qui avaient été assassinés, ou qui avaient été eux-mêmes avaient commis différents crimes dans leur vie. Oui. Et alors eux revenaient sous forme de larves. Et alors ces larves infestaient en quelque sorte la vie des vivants, leur procuraient différentes maladies. La folie, même les envies de suicide, enfin toutes ces maladies qui étaient connues à l'époque étaient justement le fait de ces mauvais morts, de ces morts qui n'avaient pas été dans la règle, je dirais, des défunts. Oui. Et alors, c'est pour cela que c'était important pour les Romains déjà d'observer par exemple le temps du deuil. C'est-à-dire par exemple une veuve ne pouvait pas se remarier avant d'attendre un certain temps, au risque peut-être de voir son mari défunt revenir lui reprocher par exemple de s'être remarié trop vite. Oui, évidemment. Et alors, j'ai découvert, en lisant votre livre, énormément de choses sur les fantômes. Et Dieu sait si dans Les Aventuriers de l'étrange, nous avons consacré des dossiers sur les apparitions là qui ont été étudiées de manière scientifique. Mais là, on est un petit peu ce soir dans le merveilleux, à la mi-chemin comme ça, à la frontière entre les deux justement. C'est ce qui est intéressant parce que les morts et les fantômes font partie de l'histoire de l'humanité. J'ai découvert l'origine de l'expression les pieds devant. Oui, parce que partir les pieds devant. Lorsque les morts quittaient la chambre funéraire pour aller au cimetière, eh bien donc ils sortaient les pieds devant. Pourquoi? Parce que alors parfois ils sortaient les pieds devant par la porte, mais aussi par la fenêtre. Et on leur faisait suivre un chemin très compliqué avant d'aller au cimetière. Pourquoi? Parce que justement, on avait peur qu'ils reviennent. Ça a toujours été le grand effroi des vivants, c'est que les morts reviennent les hanter. Alors pourquoi les pieds devant? Parce que on avait peur qu'ils fassent le chemin inverse. Et s'ils étaient sortis la tête la première, il était facile pour eux
heureux de revenir par le même chemin, donc les pieds à ce moment-là vers l'intérieur de la salle. Oui, oui, Alors oui. que le fait que les pieds sortent en premier, eh bien, il est obligé de continuer leur chemin jusqu'au cimetière. Ça faisait partie de croyances fortes Ouais. qui, par la suite, sont devenues des superstitions ou des coutumes. Ouais, d'où l'expression partir les pieds devant, quoi, Voilà, effectivement. absolument. Ouais, Donc, on ignore que justement, c'était mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à cela, comme par exemple le fait d'arrêter tous les mouvements circulaires dans la pièce où se trouve un défunt. Ah oui, alors expliquez-nous ça, pourquoi? Alors, en fait, là aussi, on a peur que tous les mouvements, comme le mouvement de l'horloge, par exemple, vous savez, on arrête Oui, l'horloge oui. lorsqu'il y a un mort dans la maison, parce que l'horloge, avec son mouvement de balancier, imprime le rythme de la vie et du temps qui passe. Oui. Donc, en fait, le fait d'arrêter l'horloge, c'est signifier au mort que le temps est venu pour lui, justement, de partir de l'autre côté des apparences et ne pas revenir. Oui, oui. De la même façon, il ne faut pas moudre du café, il ne faut pas faire une vinaigrette dans la maison où se trouve un mort, de peur que justement ces mouvements circulaires le ramènent à la vie. Ça, c'est tout à fait fascinant quand même. Et alors, Édouard Brazet, dans votre livre également, vous compilez les différentes heures et périodes des fantômes suivant les civilisations. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des époques, même si on meurt, hélas, à tout moment, il y a des moments de l'année et des heures qui sont plus favorables. Par exemple, là, nous approchons de l'heure des fantômes. Oui, à minuit, évidemment. C'est minuit, mais plus largement, c'est vrai que les apparitions fantomatiques ont lieu entre 22h et 3h du matin. C'est au cœur de la nuit. Également dans les périodes froides. Alors, c'est vrai que le 1er novembre, le 2 novembre étant la fête des morts, le 1er novembre, la fête celtique de Samin, qui est devenue à Halloween, Oui. c'est l'époque de l'année où justement les morts reviennent parmi les vivants. Mhm. Mais plus largement, toute la période de l'hiver, allant jusqu'aux 4 semaines qui précèdent Noël, sont des périodes qui seraient favorables à l'apparition des fantômes. Oui. Et alors, j'ai appris également dans votre livre que Pythagore avait dit comment reconnaître un fantôme. Et en fait, on reconnaît un fantôme de quelqu'un de normal, de vivant, parce qu'il ne cligne pas des yeux. Je ne savais pas que Pythagore lui-même s'était intéressé à ça. Oui, c'est tout à fait. Alors, il ne cligne pas des yeux. De la même façon, on voit généralement les miroirs dans les chambres où se trouvent les morts, parce que l'on dit aussi que les morts, donc les fantômes, se réfugient dans les miroirs. Et c'est pour cela que parfois, après le décès de quelqu'un, Oui. eh bien, il est arrivé, il y a eu de nombreux témoignages que j'ai consultés à ce sujet, de nombreuses personnes qui affirment avoir vu les défunts dans les miroirs, comme si effectivement le fantôme se réfugiait justement dans ce qui est une sorte de frontière justement mystérieuse. Là aussi, le miroir a Oui. toujours été considéré comme un objet magique, un objet qui avait justement une frontière justement avec l'au-delà. Oui. Et alors, la veillée funèbre, également, d'après ce que vous avez réussi à rassembler comme document, consistait à veiller le mort, certes, mais à le surveiller également. Oui, le surveiller. Alors, pourquoi ? Parce qu'on avait peur que tout simplement il se dresse, il s'en aille. Alors, c'est pour cela aussi qu'on fermait les yeux du mort, qu'on fermait sa bouche. Chez les anciens Germains, d'ailleurs, on mettait une pièce d'or dans la bouche du défunt, Oui. de façon, comme chez les Grecs et les Romains aussi, de façon qu'il puisse verser son obole en passant justement dans les enfers, mais également, par exemple, dans le droit des anciens Germains, eh bien, le défunt avait droit, en quelque sorte après sa mort, à un tiers de ses richesses. C'est-à-dire que ses héritiers ne recevaient que les 2 tiers de ses biens. D'accord, oui. Un tiers lui était réservé parce que on estimait que ça lui était nécessaire pour entretenir tout simplement sa vie dans l'au-delà. On pensait que l'au-delà, c'était comme ici, il fallait de l'argent, il fallait se nourrir, et donc il fallait que le mort ait de l'argent pour ça. Et sinon, s'il n'avait pas suffisamment donc de biens, eh ben il revenait justement pour se servir auprès des vivants. Et on disait que par exemple qu'il fallait avant sa mort ne pas cacher d'argent, parce que sinon on risquait après son décès de revenir chercher les trésors enfouis et fouiller justement dans l'argent qui pouvait rester.
Oui. Alors vous l'avez compris, ce soir, nous parlons du monde des fantômes, à mi-chemin entre les histoires qu'Édouard Brazé va nous raconter dans quelques minutes, qu'il a recueillies, qui sont des histoires tout à fait authentiques et qui ont été non pas vérifiées mais collectées, et en même temps dans la légende, un petit peu dans le merveilleux entre guillemets. Nous consacrerons d'autres dossiers des aventuriers de l'étrange aux apparitions, cette fois-ci d'un point de vue vraiment purement, j'allais dire, scientifique. Mais si vous connaissez des histoires de fantômes de maisons hantées, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos SMS ou ces petits témoignages. Vous tapez Sud sur votre portable, un espace, vous envoyez votre réaction au 71 200. Édouard Brazé, une première pause et ensuite vous nous raconterez quelques histoires de fantômes à faire frémir. Dans quelques minutes, il sera minuit, l'heure des fantômes, justement, peut-être que certains viendront, je ne sais pas, mais en tout cas, vous nous raconterez quelques histoires des fantômes, comme les Armiers de Montaillou, par exemple, ou la Ménie, alors je ne sais pas si je prononce bien, la Ménie-et-le-Quin, c'est ça, Édouard Brazé ? C'est ça, la Ménie-et-le-Quin, absolument. Voilà, la Ménie-et-le-Quin et l'armée des morts, vous allez voir, ce sont des histoires assez frissonnantes. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Laurent Voulzy sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons du monde assez fascinant et frissonnant des fantômes ce soir avec Édouard Brazé qui est l'auteur d'un très joli livre qui s'appelle Le Guide du chasseur de fantômes. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Édouard Brazé, une première histoire de fantômes. Parlez-nous, racontez-nous les Armiers de Montaillou. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça se passe au XIVe siècle dans un petit village d'Ariège qui s'appelle Montaillou, et dans ce village, eh bien, les défunts ne meurent pas, c'est-à-dire qu'ils reviennent prendre soin de leurs descendants. Alors les grands-mères et les grands-pères reviennent embrasser leurs petits-enfants, les conjoints défunts reviennent dans les chambres de ceux qui les pleurent. Oui. Simplement, ils sont invisibles, c'est-à-dire qu'ils sont présents, on les sent autour de soi, on peut sentir la présence, mais on ne les voit pas. On ne peut pas communiquer directement avec eux, sauf par l'intermédiaire de sortes de médiums, on dirait aujourd'hui, qui s'appellent les armiers. Alors ces armiers, justement, leur rôle, leur mission, c'est d'être en contact avec les morts et de donner des messages aux vivants. Alors les armiers, par exemple, ils venaient le matin frapper à une porte en disant j'ai un message de la part de votre mari qui est mort, j'ai communiqué avec lui et puis il vous demande de faire ceci ou de faire cela. Donc en fait, c'est une sorte de société dans laquelle eh bien, les défunts revenaient sous forme de fantômes invisibles, mais les armiers permettaient justement de continuer à vivre en quelque sorte avec eux. Ils avaient résolu ça de manière tout à fait naturelle finalement. Tout naturel, tout à fait. Alors il y avait des moments de l'année, notamment la Toussaint, où il y avait de grandes processions, c'est-à-dire que les armiers disaient que les morts à Toussaint faisaient de grandes processions pour aller dans un lieu qui était une sorte de lieu de purgatoire, mais qui était un purgatoire terrestre en quelque sorte. Et là, il fallait faire attention parce que si on se promenait dans les chemins, eh bien on risquait de heurter, sans le savoir bien sûr, tous ces morts qui défilaient pour aller leur chemin. D'ailleurs, on a un SMS de François du Pays Basque qui nous dit « Est-ce que les fantômes nous veulent du mal ou cherchent-ils à communiquer avec nous ?» Les deux, mon commandant, finalement. Hein. Alors, les deux, et justement, c'est ce qu'on va voir à travers le rôle de la religion, parce que effectivement, dans un premier temps, le purgatoire, justement, dont parlaient les armiers de Montaillou, a été en quelque sorte inventé par l'Église catholique. Avant, il y avait uniquement l'enfer et le paradis. Et alors, c'était un problème parce que le paradis n'était réservé qu'aux saints ou aux gens qui étaient sans péché. Ils étaient les plus rares. Et sinon, tout le monde allait en enfer, ce qui était terrifiant pour les vivants. Alors, on a en quelque sorte inventé, puisque c'est une invention assez tardive, le purgatoire, où allaient en fait la plupart des pécheurs. Seules les âmes endurcies et vraiment les créants partaient en enfer, mais sinon la plupart des gens la plupart des âmes, des défunts, allaient en purgatoire. Mais en purgatoire, ils pouvaient être aidés par les prières des vivants pour justement rejoindre au plus tôt le paradis. Et ces prières des vivants, eh bien, elles étaient faites par le biais de l'Église sous forme de suffrage, c'est-à-dire qu'on commandait des messes, par exemple, ou des prières à des moines, de façon à ce qu'ils donnent des suffrages
suffrage pour les âmes en purgatoire, en quelque sorte. Oui, et ça donnait l'occasion de quelques passages de monnaie sonnante et trébuchant, d'ailleurs. Absolument. Au passage. Mais cela dit, la littérature donc théologique de l'époque, de cette époque du Moyen-Âge, abonde en ce qu'on appelait des exemples, c'est-à-dire des récits de défunts qui revenaient, en quelque sorte sous forme de fantômes, auprès des vivants pour leur dire « Je suis mort, mais il faut prier pour moi, il faut donner des messes pour mon salut, de façon à ce que je quitte le purgatoire, que j'aille enfin au paradis. » Oui. Et donc, pendant des siècles, on a eu un collectage, en quelque sorte, de récits, justement, de fantômes, qui parlaient, en quelque sorte, de leur vie après la mort, et qui demandaient ce qu'on prie pour eux. Jusqu'à la Réforme. C'est-à-dire que ces récits de fantômes, en quelque sorte, accrédités par l'Église, s'étalent du XIIIe au XVIe siècle. Lors de la Réforme luthérienne, au XVIe siècle, eh bien, qui est liée au protestantisme, Luther a dit tout ça n'existe pas, le purgatoire, les suffrages, c'est d'une façon pour les moines de se faire de l'argent. En réalité, tout se joue dans cette vie-ci, et après on va en enfer ou au paradis, et puis c'est tout. Voilà, c'était, il avait, l'étape intermédiaire monnayable, il l'avait effacé du registre. Voilà. Alors du coup, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les récits de ces fameux revenants, ces fameux fantômes, bien, c'était absolument pas les défunts qui revenaient, c'était des démons, c'était le diable. Et donc, ça a correspondu à la naissance de ce qui était, ce qu'on appelait le macabre, et plus tard, les histoires de fantômes terrifiantes, les histoires à faire peur, et finalement, le roman gothique, c'est-à-dire ces êtres qui viennent de l'au-delà, qui se font passer pour des fantômes d'êtres qui ont vécu auparavant, mais qui en réalité sont des démons, sont des diables qui viennent nous pourchasser. D'accord. Alors, une autre histoire, là, vous avez consacré un chapitre aux armées fantômes et aux chasses fantastiques, ce qui est assez terrifiant quand on en parle comme ça. Et parlez-nous donc de la Ménie-Elquin. Alors, la Ménie-Elquin, c'est une chasse fantastique que l'on trouve dans différents récits du folklore très nombreux, dans les différentes régions de France. On a des Ménie-Elquins ou des chasses fantastiques qui ressemblent. Et là, la première fois qu'elle a été mentionnée, c'est dans un récit, là encore une fois, qui remonte au XIe siècle, au début du XIIe siècle. C'est un certain moine qui s'appelait André Vital qui parle d'une grande assemblée de défunts qui, justement, à certaines époques, hantent le paysage, hantent les villages, les bois, enfin les landes. Et ces défunts, qui forment une espèce de grande armée, ils avancent comme ça et ils vont dans on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils vont certainement soit en purgatoire, soit en enfer. Ils sont conduits souvent par le diable, et en tout cas ils souffrent le martyre, ils sont pourchassés par les démons, et on appelle ça la Ménie-Elquin. Alors pourquoi Elquin? Parce que Elquin, c'est un personnage qui ressemble un petit peu justement à une sorte de diable ou une sorte de chasseur fantôme, et dans Elquin, il y a El, qui est justement le nom de l'enfer dans les pays anglo-saxons. Et donc c'est peut-être la Ménie du diable, c'est peut-être justement la chasse du diable que l'on voit passer, que l'on voyait passer dans les campagnes donc du Moyen-Âge. Mais il y a jusqu'à des témoignages qui disent avoir aperçu des armées entières, même des combattants défunts qui venaient aider, par exemple, à combattre. Oui, alors ça, on a de multiples témoignages dans ce sens. Et alors, ce qu'il semblait, c'est que les guerriers au champ de bataille mouraient, mais en fait ne savaient pas qu'ils étaient morts, et en fait ils revenaient sous forme de fantômes, et ils continuaient à se battre. Et donc, il y a différents témoignages qui affirment que l'on voyait, mais plusieurs années, et parfois plusieurs siècles, après qu'il y ait eu lieu une bataille sanglante dans certains champs de bataille, on revoyait le fantôme de ces armées qui continuaient à se battre. Alors évidemment, il n'y avait plus rien, mais on voyait comme l'écho lointain, comme une image lointaine de ces armées qui continuaient à se battre. Comme un monde parallèle, quoi. Comme un monde parallèle. Le reflet d'un monde parallèle qui continue. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un thème qui a donné lieu plus récemment à différentes nouvelles fantastiques.
témoignages plus récents avancent que dans certaines contrées, à certains moments, on peut voir se dérouler des scènes de bataille qui remontent au Moyen-Âge. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, vous consacrez également un chapitre dans votre livre, donc qui, je le rappelle, est paru aux éditions Le Pré-au-Clair, qui s'appelle Le Guide du chasseur de fantômes, un chapitre aux fantômes familiers, avec une histoire qui s'est déroulée en Bretagne, tout à fait intéressante. C'est-à-dire que le couple qui tenait une ferme est décédé, mais revenait travailler à la ferme comme si rien n'avait changé. Voilà, c'est-à-dire que on dit que la Bretagne, c'est le pays des morts. D'ailleurs, on appelle les défunts, les âmes des défunts, on les appelle Anaon. Et donc, il y a de très très nombreuses coutumes qui sont liées justement à ces défunts. Par exemple, en Bretagne, dans la Bretagne traditionnelle, la Bretagne ancienne, eh bien, on laissait toujours un seau d'eau dans la maison de façon à ce que les âmes des morts puissent venir se désaltérer, vous voyez. D'accord. Des choses comme ça. Oui. Et, on parle de l'encou aussi en Bretagne, le célèbre encou. L'encou qui est justement qui est le messager de la mort, qui apparaît sous la forme d'un squelette revêtu d'une grande cape, avec un grand chapeau, puis une faux, et il vient justement désigner de son index squelettique les morts qui doivent l'accompagner dans la mort. Vous voyez. Donc c'est vraiment un pays qui baigne dans ces croyances-là. Et justement, dans cette histoire dont on parle, eh bien, dans une certaine ferme, les paysans étaient morts et ils avaient été remplacés par un jeune couple qui avait la surprise de voir les défunts revenir. Oui. Et alors, l'homme continuait à travailler au champ à côté du jeune agriculteur. Oui. La femme faisait la cuisine. Elle voyait l'ancienne femme décédée qui venait et qui faisait la soupe à côté d'elle. Et ils ont pris peur, évidemment, quand ils sont à leur place. Et donc, ils sont allés voir tout simplement le curé du village. Mais c'était un curé qui connaissait bien les mœurs et les coutumes bretonnes. Et le curé leur a dit, il ne faut pas vous effrayer, ils sont morts, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Vous savez, un peu comme dans le film Le Sixième Sens. Oui. Donc, faites comme s'ils n'étaient pas là, menez votre vie normalement, et puis au bout d'un moment, ils partiront, mais ça peut être long. Et effectivement, pendant plusieurs semaines, après plusieurs mois, eh bien, le jeune couple continue à vivre le mieux qu'il pouvait, mais en compagnie de des anciens propriétaires de la ferme qui continuent à vivre en parallèle. Là aussi, comme dans une sorte de monde parallèle. Et alors, une histoire que vous avez relevée, qui est assez inquiétante, c'est l'enfant du mort. Oui, alors là aussi, c'est une histoire assez étrange qui se passe également en Bretagne, où l'on dit que justement un homme était mort et en fait, après son décès, est revenu sous forme, alors non pas de fantôme, d'ectoplasme évanescent, mais sous forme de revenant, c'est-à-dire en corps. Et en fait, il a eu un enfant avec sa veuve, mais après sa mort. Et voilà. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez étrange. Et alors, l'histoire décrit parfaitement l'enfant comme un enfant qui, dès sa naissance, parlait couramment, racontait à sa mère ce que les invités à la noce avaient bu pendant la noce. Donc, c'était un enfant qui avait en fait, qui était doué de mille grâces, qui n'a pas vécu très très vieux, et au bout de quelques semaines, il est mort. Mais avant qu'il meure, eh bien, le fantôme, le revenant de son père, venait et prenait soin de lui, poussait le berceau pour le bercer, et donc se comportait tout à fait comme un père vivant. Et jusqu'au moment où l'enfant est mort, et à ce moment-là, l'enfant a pris son père défunt par la main et l'a emmené en paradis. Et l'histoire se termine en disant que cet homme n'avait pas eu son compte d'enfant durant son vivant, et c'est pour ça qu'après sa mort, il est revenu, il a eu un enfant. Une histoire à raconter le soir au coin du feu, hein. Histoire de partir avec les poils un petit peu hérissés. Absolument, oui. Il y a dans ce chapitre concernant les fantômes familiers, ceux qui, même après la mort, restent fidèles, des servantes qui restent fidèles à celui ou celle qu'ils ont servi durant leur vie. Par exemple, cette histoire de Bonne du Curé que vous avez relevée également. Alors là aussi, c'est une histoire, mais alors là aussi tout à fait authentique, attestée
là, bon, il y avait un brave curé qui avait une bonne qui s'appelait Angelica et qui le servait très très fidèlement jusqu'au jour où la pauvre Angelica est morte. Alors, au comble du chagrin, l'abbé a tout de même, il lui fallait une bonne, donc il l'a remplacée, il a engagé une jeune servante, mais cette servante était très étonnée parce que dès qu'elle a pris ses fonctions, le matin elle descendait, mais en fait le ménage était déjà fait. Elle allait pour faire la cuisine était faite. Alors, elle a cru que c'était le curé qui était dit. Alors elle a dit, mais mon père, que se passe-t-il? Vous me laissez pas le travail, tout est déjà fait. Alors il a dit, mais non, je ne fais rien. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était la bonne qui était morte, qui revenait sous forme de fantôme et qui continuait à servir son maître comme par le passé. Alors évidemment, la pauvre, la nouvelle bonne est partie en courant en criant au diable, et l'affaire en fait n'en est pas restée là, parce qu'elle a, bien sûr, ça s'est su autour de la maison du curé, bien plus loin, et on dit que le roi de Prusse lui-même, Frédéric II, qui était l'ami de Voltaire, oui. A voulu mettre fin à ces manifestations occultes qui étaient quand même assez peu catholiques, et en fait il a fait raser le presbytère ensorcelé où se trouvait le curé, et l'a déplacé dans le nouveau lieu où s'est trouvé le prêtre. Eh bien la bonne défunte ne l'a pas suivi, et en fait les manifestations se sont arrêtées là. C'est allé loin quand même, cette histoire. Oui, et là aussi on voit que la légende et les croyances rejoignent l'histoire, puisqu'effectivement tout cela est attesté par l'histoire, et c'est étrange de voir à quel point eh bien justement ces fantômes faisaient partie en quelque sorte de la vie quotidienne des gens. Oui. Édouard Brazé, une autre pause, et ensuite on ne peut pas parler de fantômes sans faire un détour par le pays où on se dit que finalement les fantômes sont nés, si tant est qu'ils puissent naître un jour quelque part. Oui. Mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, est évidemment un haut lieu à maison hantée et à fantômes, bien entendu. Là, vous êtes d'accord avec moi. Là, c'est incontournable. Donc une pause et on se retrouve en Angleterre dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler des fantômes anglais. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Et ce soir, nous parlons de fantômes avec Édouard Brazé, qui est l'auteur d'un très joli livre qui s'intitule Le Guide du chasseur de fantômes, petit format en plus, que vous pouvez emporter n'importe où avec vous, histoire de frissonner. Si vous prenez les transports en commun, vous pouvez le lire tranquillement le matin, lire une petite histoire de fantômes pour vous mettre en jambe pour la journée, si j'ose dire. Édouard Brazé, nous allons parler des maisons hantées, c'est incontournable, évidemment. Parler de l'Angleterre, qui est un petit peu la patrie, j'allais dire préférée des fantômes, mais bon, où l'anglais vit bien avec ses fantômes, visiblement, c'est dans la tradition. Mais vous avez trouvé quelques statistiques extraites d'un livre qui a été écrit par Ernest Bozzano. Oui, alors c'est ce livre qui est un petit peu ancien, qui date des années 20-30, oui. En fait rapporte que sur différents cas de hantise qu'il avait étudiés, eh bien un grand nombre, sur à peu près 500 cas de hantise, eh bien 374 comptaient en fait des hantises de lieux, oui. Et notamment des lieux qui avaient été qui étaient l'objet de hantise parce que ils avaient connu un événement tragique. Alors ça pouvait être un crime, ça pouvait être un suicide, etc. Dans 180 cas c'était le cas. Dans 27 cas, c'était des restes humains enterrés ou murés dans les lieux. Dans 11 cas, c'était en fait un décès qui s'était produit dans le local. Oui. Et puis dans 26 cas, c'était en fait une personne qui était décédée là, mais qui avait vécu un temps dans ces lieux. Donc vous voyez, il y avait différentes statistiques qui avaient lieu, qui avaient été étudiées pour justement montrer que il y avait des causes peut-être aux maisons hantées, aux différents cas de hantise. Et alors, évidemment, les Anglais n'ont pas pu résister au plaisir et à l'envie de créer un club de fantômes, un ghost club. Alors voilà, c'est très étrange, mais effectivement, on peut y adhérer. Il y a donc ce c'est club vrai? Ah bon? Oui, il suffit d'écrire. Il y a d'ailleurs une adresse internet. On peut écrire et obtenir même la cravate du club avec les petits fantômes blancs qui dessinent. Oui. Et en fait, c'est un club tout à fait honorable qui a été fondé à la fin du 19e siècle et qui a eu des membres quand même aussi éminents que Charles Dickens ou Yeats ou
Harry Price, qui était le fameux chasseur de fantômes. Ah, s'il vous plaît, quand même, oui. Et ce club de fantômes édite un annuaire des fantômes dans lequel il recense les fantômes qui sont considérés comme vraiment tout à fait authentiques. Et donc, selon cet annuaire, il y aurait 1160 fantômes vraiment authentiques parmi les 10 000 qui sont répertoriés quand même au Royaume-Uni. Oui. Ah, c'est génial. Et en Écosse, évidemment, parce que le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et tout ça. Et alors, vous avez également quelques maisons hantées à vendre. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve. Par exemple, il y a une annonce qui était publiée dans le Times en 1953. Donc très sérieux, vieux. Donc, le Times. Et, et donc, une personne disait à vendre. L'annonce était rédigée ainsi: à vendre, presbytère du XVe siècle en bon état, avec un grand choix de fantômes amicaux. Prix 7500 livres, ce qui était rien. Alors, l'enquête une fois menée, eh bien, les fantômes en question, c'était un moine, une vieille dame qui apparaissait à Noël à l'heure du petit déjeuner, et un groupe de jeunes gens du XVIIe siècle qui arrivaient en carrosse chaque 15 septembre pour organiser une grande fête. Vous voyez, donc en fait, c'était des fantômes qui étaient plaisants et qui ne venaient qu'une fois de l'an. Donc c'est vrai qu'ils ne coûtaient pas trop cher à entretenir, et puis ça apportait sans doute de la joie et de la bonne humeur dans le presbytère. Oui, si tant est qu'on ait envie de vivre avec ses voisins, pas embêtant, c'est vrai, mais bon, quand même, un peu bizarre. Mais vous savez que bon, il y avait ce club des fantômes. Il y a également une société pour la recherche psychique qui a été fondée à Londres également à la fin du XIXe siècle, et dont faisait partie notamment Sir Arthur Conan Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes, auteur de Sherlock Holmes. Alors lui, il a participé à différentes enquêtes dans des maisons hantées, notamment une fois où ils ont passé une nuit comme ça dans une maison où il y avait des phénomènes de poltergeist. Alors, il a passé une nuit, bon, ils n'ont rien trouvé sur le moment, mais quelques années plus tard, ils ont appris qu'il y avait justement des ossements d'enfants qui avaient été découverts dans le jardin de la demeure où se produisaient ces cas de poltergeist. Donc, Conan Doyle dit, c'est quand même très étrange, c'est une drôle de coïncidence, et pour lui, c'était quand même la preuve, qu'il y avait une vie après la mort et qu'il y avait des fantômes qui pouvaient se manifester dans les demeures. Ouais. Et alors, parmi les fantômes célèbres que l'on peut visiter de temps à autre, si jamais ils veulent bien se montrer, il y a la Tour de Londres, évidemment. Alors oui, la Tour de Londres, c'est un endroit très très chargé, donc il faut faire attention quand on y va. D'ailleurs, les guides préviennent les gens en disant: faites attention, vous risquez de rencontrer le fantôme d'Anne Boleyn. Et Anne Boleyn était la deuxième femme du roi Henri VIII. Elle a été décapitée en 1536, mais elle continue à se manifester dans la Tour de Londres, et d'une façon assez horrible, parce qu'elle tient sa tête ensanglantée à la main. Ah. Et donc elle pousse des cris déchirants, bien qu'elle ait sa tête à la main, et elle recherche justement de pièce en pièce son mari infidèle. Et donc c'est une vision qui est assez horrible, je pense, quand on la croise. Et d'ailleurs, les guides mettent en garde, ils disent: prenez garde en montant, Anne Boleyn risquerait bien de vous pousser dans les escaliers. Et ils disent ça le plus sérieusement du monde, j'imagine. Évidemment, ce sont les Anglais. oui, so British, évidemment. Et alors, j'ai appris une chose aussi étonnante, la Statue de la Liberté, quand même, ce grand fleuron, quand même, monument de l'humanité, a connu également ou connaît encore ces fantômes. Oui, alors il y a un témoignage qui date du début du XXe siècle, où des marins qui étaient amarrés donc à côté de la fameuse statue ont entendu très nettement des gémissements qui provenaient de l'intérieur de la statue, des plaintes, des cris, des cliquetis de chaînes, donc tout ce qui accompagne généralement les manifestations fantomatiques. Ouais. Et donc, alors on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, on a cru que la liberté était hantée. Mm-hmm. De la même façon, on dit que le fantôme d'Abraham Lincoln apparaît dans la Maison Blanche chaque fois qu'un risque de guerre se profile à l'horizon. Donc, il a dû passer 3-4 fois depuis qu'il y a Bush. Oui, ouais, absolument. Donc, et donc différents présidents successifs parfois disent: oui, nous avons croisé le fantôme du vieil habit qui est venu nous voir comme ça dans cette. Donc là aussi, c'est des choses très étranges dont on n'a pas vraiment d'explication rationnelle.
Oui. Et alors, vous avez relaté également, pour clore ce chapitre, on pourrait y passer des heures, évidemment, sur les maisons hantées, vous avez relaté l'histoire d'un château hanté en Normandie, et c'est un cas de hantise qui s'est déroulé en 1875. Voilà, alors on a la chance d'avoir justement une sorte de journal qui était tenu à l'époque, qui était publié, et qui permet de voir dans le détail tous les événements qui se sont passés dans ce château. Et alors c'est très étonnant parce que on a en synthèse, en résumé, l'ensemble des manifestations que l'on peut avoir dans une maison hantée, c'est-à-dire des pièces qui sont fermées, mais dans lesquelles eh bien des objets se déplacent, des lampes s'éteignent ou s'allument toutes seules, des fauteuils avancent et se promènent sans qu'il n'y ait personne autour d'eux, et des cris étouffés, des sanglots, des cris de femmes qui souffrent ou qui hurlent, des calopades dans les escaliers, des tas de manifestations qui n'ont aucune raison d'être, sinon justement la présence d'esprits fantomatiques. Alors ça a été à tel point que les propriétaires de ce château ont fait venir un prêtre exorciste, ce qui est généralement recommandé dans le cas de hantises fortement présentes comme c'était le cas. Alors à la suite de l'exorcisme, eh bien les manifestations se sont calmées. Ils ont même été faire des prières à Lourdes qui ont été efficaces quelque temps. Et puis, eh bien, quelques temps après, les manifestations recommençaient à se produire. Par exemple, l'orgue se mettait à jouer tout seul dans un coin de la maison. Une commode chargée de livres s'écroulait. Et une personne qui était invitée justement dans ce château, au milieu de la nuit, a été réveillée par un foufou d'une robe de soie, comme si un fantôme de femme venait près de lui. Alors évidemment, il a éclairé une personne, et chaque fois qu'il éclairait, une présence étrangère soufflait sur la bougie, donc il ne voyait pas ce qui se passait, et finalement il a tiré à l'aveugle, mais il n'y avait aucun corps dans la chambre. Ah oui, de quoi passer quelques nuits inquiétantes quand même. Ah oui, d'ailleurs, le propriétaire a fini par vendre le château et s'en est allé plus loin, parce que dans ce cas-là, il n'y avait absolument rien à faire d'autre. Hein. Oui, mais comment avez-vous fait pour collecter toutes ces histoires? Vous avez pioché dans des vieux livres que vous trouvez comme ça au hasard de vos promenades chez les bouquinistes. Comment réussissez-vous à collecter tous ces documents? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des chercheurs, alors notamment lors de la grande vague du spiritisme, vous voyez, lorsqu'on a commencé à penser que les revenants, que les morts, que les fantômes, en quelque sorte, n'étaient jamais que les âmes des défunts qui voulaient justement communiquer avec les vivants. Et donc, à cette époque du spiritisme, il y a eu différentes recherches qui ont été faites, recherches de différents témoignages, et ces livres permettent d'avoir accès à des témoignages de l'époque. Alors, notamment, Camille Flammarion a écrit de nombreux ouvrages, le fameux astronome qui a fait de nombreux livres scientifiques sur les planètes. Eh bien, également, il était un grand croyant, en quelque sorte, à l'après-vie. On l'après-vie, aux manifestations après la mort. Il a écrit des ouvrages très intéressants où, justement, il collecte des témoignages de gens qui ont vu des fantômes, qui ont vu des revenants, et qui en parlent d'une façon très précise. Oui. Alors, Édouard Brazé, vous avez poussé le bouchon assez loin quand même, puisque je rappelle que le livre que je tiens entre les mains, dont vous êtes l'auteur, s'appelle « Le guide du chasseur de fantômes ». Donc, vous donnez des conseils, évidemment, pour chasser le fantôme, pour s'adresser à un fantôme, comment se débarrasser d'un fantôme. Et alors là, on va passer, si vous le voulez bien, au côté pratique, quand même, puisqu'il y a des fiches et des conseils. Alors, d'abord, comment parler à un fantôme? Vous expliquez ça très clairement dans ce guide. Alors déjà, un fantôme, il ne faut jamais le vouvoyer. Il faut toujours le tutoyer. On ne sait pas pourquoi, mais il ne supporte pas d'être vouvoyé. Bon. Donc il faut le tutoyer. Déjà, d'accord. Il faut lui demander la raison pour laquelle il se trouve là. Une préférence
lui demander s'il vient au nom de Dieu ou au nom du diable. Oui, ça c'est déjà un bon préambule. Parce que justement, il faut faire la différence entre fantôme et démon, et spectre démoniaque. Et également, lorsqu'on lui parle, il faut éviter de faire allusion à des dates trop précises. Parce qu'apparemment, les fantômes n'ont pas la même notion du temps que nous. Apparemment, de l'autre côté de la mort, eh bien, le temps passe différemment. Et donc, ils ne savent pas se repérer avec des dates. Et on conseille donc de leur demander, de la façon la plus brève possible, la raison de leur présence ici. Et généralement, ils la donnent. C'est-à-dire qu'ils disent, je suis là parce que on n'a pas fait telle ou telle chose lors de mon enterrement, ou parce que j'ai telle dette à régler, ou parce que ceci ou cela. Et donc, il faut ensuite faire en sorte d'accéder aux vœux du défunt. Et à ce moment-là, il ne revient pas. Mais effectivement, si on ne l'écoute pas, eh ben, il continue à hanter les lieux jusqu'à ce qu'on écoute enfin cette doléance. Oui. Mais alors donc, je retiens surtout le tutoiement. Ne jamais vous voyez un fantôme. Ne jamais voyer un fantôme. Ça, c'est une règle absolument à suivre. Très bien. Et alors, autre chose, comment se débarrasser d'un fantôme? Parce que là, vous nous avez dit, bon, il faut accéder à sa requête, mais est-ce qu'il y a d'autres manières? Alors après, pour s'en débarrasser, si on ne parvient pas, évidemment, à le faire soi-même, ce qui n'est quand même pas évident, et puis on est quand même généralement pris dans un état de panique, de terreur quand on voit un fantôme. Alors la meilleure solution, c'est de faire appel à un spécialiste, un professionnel en quelque sorte. Un ghostbuster. C'est-à-dire un ghost hunter, un chasseur de fantômes, ou un ghostbuster, qui est plutôt un dresseur de fantômes, si vous voulez. Donc il y a une petite différence entre les deux. Et, en tout cas, il s'agit de spécialistes, alors comme ce fameux Harry Price, qui était un chasseur de fantômes anglais, et qui lui a été est resté très connu parce que il a notamment il s'est installé dans une maison hantée avec toute une équipe avec lui, et pendant plusieurs mois, eh bien ils sont restés dans cette maison, ils ont essayé d'enregistrer les bruits que faisaient les fantômes, ils sont venus avec des caméras, des appareils photos pour prendre justement des témoignages de ces ectoplasmes. Ils ont fait différentes choses, donc voilà. Et sinon, eh bien, si ça ne suffit pas, il faut appeler un prêtre exorciste spécialisé dans la chasse aux fantômes, et qui lui va faire pratiquer différents exorcismes pour justement débarrasser totalement la maison de ces présences non indésirables. Il y a encore aujourd'hui donc notamment évidemment au Royaume-Uni, une fois de plus, au Pays de Galles et en Écosse également, bien sûr, des pasteurs qui font profession justement d'être des ghostbusters et qui aident justement à exorciser les maisons hantées. Oui. Et alors, il y a également dans votre guide du chasseur de fantômes une page consacrée à la panoplie du chasseur de fantômes. Alors, avec toute une série d'objets obligatoires à avoir sur soi. Voilà, alors là, c'est inspiré justement de ce que disaient les chasseurs de fantômes qui étaient avec Harry Price. Il est conseillé par exemple d'avoir une Bible avec soi, en tout cas un recueil de prières et d'exorcismes. Oui, ça peut toujours servir. Mais là, il vaut mieux faire appel là aussi à un prêtre assermenté. Évidemment, c'est plus efficace. On peut aussi utiliser la planchette de Ouija, qui permet de parler aux esprits, qui est utilisée par les spirites. Ou bien un guéridon à 3 pieds, ou bien on peut pratiquer l'écriture automatique aussi. Et là, ça permet de communiquer avec les esprits lorsqu'ils ne sont pas visibles, lorsqu'ils sont purement invisibles. Un thermomètre également, j'ai vu pour mesurer. Alors un thermomètre parce qu'on dit que justement lorsque le fantôme apparaît, la température descend, il fait froid. Évidemment, c'est le froid de la mort. Donc en fait, lorsqu'on voit que le thermomètre chute, c'est que certainement une apparition fantomatique va avoir lieu. Il peut y avoir, effectivement, on peut noter, on peut enregistrer ou filmer les phénomènes. Et donc avoir appareil photo, etc. Et alors, une chose que je trouve absolument pas idiote, c'est avoir avec soi de la craie pour marquer au sol l'emplacement de tous les objets qui se trouvent dans la pièce. Oui, parce que les objets se déplacent, mais ils se déplacent parfois très vite, mais parfois lentement. Il suffit de ne pas regarder, et on regarde à nouveau, puis l'objet, le meuble s'est déplacé. Donc si on a bien pris soin de marquer à la craie, on peut voir effectivement le déplacement et l'étudier, et puis noter. Et puis bien sûr, il faut noter tout cela. Il faut avoir un carnet, et garder son sang-froid.
également, alors il est conseillé quand même d'avoir avec soi un téléphone portable au cas où les choses se gâtent, Oui. pour pouvoir appeler du renfort. Alors, il y a également dans la liste, et ça je ne savais pas que ça existait, un détecteur d'activité fantomatique. Oui, alors on appelle ça le détecteur d'énergie psychokinétique, ou Voilà. EPK, Voilà. et effectivement c'est une sorte d'appareil qui a été mis au point par les différents chasseurs de fantômes et qui permet, un petit peu comme ces appareils qui permettent de mesurer la radioactivité d'un lieu, Ouais. elle permet de mesurer la présence d'activités fantomatiques. Voilà, je trouve Alors là, ça c'est absolument un extraordinaire. matériel spécialisé assez onéreux, là. C'est déjà Ça, j'imagine. investir. Mais je préfère la cravate du Ghost Club, ça doit Oui, être, c'est vrai. c'est peut-être moins cher et plus sympa quand même. Édouard Brazé, une pause parce qu'il est minuit, l'heure des fantômes, évidemment. L'heure des fantômes. Ah, donc si vous permettez une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour parler. Alors ça, j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour ce type de fantôme. C'est le hollandais volant et là on va rentrer dans le monde de la marine. C'est un domaine aussi assez fascinant. Vous l'avez compris, les fantômes sont à l'honneur ce soir sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nouvelle chanson de Marc Lavoine dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. J'espère. Nous parlons donc des fantômes à travers un très joli livre qui s'appelle Le Guide du chasseur de fantômes. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Je vous recommande vraiment vivement ce livre qui coûte 16 €. C'est une bonne idée de cadeau. Un livre tout à fait rafraîchissant, si j'ose dire, pour comprendre un petit peu le monde merveilleux, entre guillemets, des fantômes. Et nous avons son auteur avec nous sur Sud Radio, Édouard Brazé. Édouard Brazé, on ne peut pas clore le dossier des fantômes sans aller faire un tour en mer, évidemment, et parler des fantômes dans le monde marin. Alors là, arrive en tête, évidemment, le Hollandais volant. Oui, le Hollandais volant, qui est une légende oui. très connue, celle du vaisseau fantôme, ce vaisseau fantôme qui a alimenté différentes histoires, différents romans, le fameux opéra de Richard Wagner, entre autres, ou des films comme Pandora. Alors, c'est évidemment le Hollandais volant, c'est ce capitaine qui reste seul au-delà de la mort sur son bateau. Ce bateau se déplace. Lorsqu'il arrive, eh bien, on ne voit aucun marin à son bord. Il y a juste ce capitaine qui est défunt et qui le mène comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est une sorte d'immortalité terrifiante qui pèse sur lui. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le Hollandais volant a réellement existé. Ah bon? Et oui, il s'agissait d'un capitaine hollandais, justement, qui a vécu au XVIIe siècle, qui s'appelait Bernard Fock, et qui, en fait, avait la particularité d'être un capitaine pas vraiment commode. C'était un grand amateur d'alcool, de femmes, qui n'avait aucun respect pour la religion, et qui avait une sorte d'efficacité, de rapidité de parcours de voyage qui était étonnant. C'est-à-dire qu'il accomplissait de grands périples dans un temps record, il faisait dire aux autres marins que certainement il était aidé par quelques puissances surnaturelles ou maléfiques. Oui. D'autant plus que justement il était paillard et anti-religieux, et il n'hésitait pas par exemple à prendre la mer un vendredi saint, ce qu'aucun marin n'aurait fait à l'époque, et lui justement faisait des choses comme ça, jusqu'au jour où justement il n'est pas revenu à Amsterdam, et on s'est dit voilà, c'est Satan qui a emporté sa proie avec lui. Et quelques temps après, eh bien différents navires ont dit avoir croisé le bateau du capitaine Fock, et ce bateau semblait isolé, semblait désert, il n'y avait aucun marin à bord, mais les marins ont bien reconnu le bateau, et c'est de là qu'est née la légende justement du Hollandais volant. On a pensé que ce capitaine continuait à errer sur les mers du monde au-delà de la mort. Ouais. Belle histoire quand même, hein? Oui, belle histoire, et qui justement a donné lieu par la suite à d'autres histoires légendaires. On a cru voir des vaisseaux fantômes dans différents capitaines qui justement disparaissaient mystérieusement, et on voyait leur bateau réapparaître dans la brume généralement, de façon étrange. Il y a des journaux de bord qui sont très mystérieux de ce point de vue-là, notamment
qui a tenu le jeune duc York, qui est devenu plus tard George V d'Angleterre, et qui, lorsqu'il était enseigne à bord d'un bateau nommé la Bacchante, il avait 16 ans à peine, eh bien, il a vu, c'est le journal de bord, la Bacchante, qui en fait état, un brick qui passait au large, et avec une lumière rouge, mais il n'y avait personne à bord, et puis tout d'un coup, brusquement, le brick a disparu, et donc les 13 personnes qui étaient à bord de la Bacchante ont témoigné du fait de cette disparition étrange d'un bateau fantôme. Oui. Et alors, d'autres histoires également parcourent les mers lorsque les marins sont en difficulté dans une tempête, lorsqu'ils risquent de couler. Là, il se passe également des choses étranges. Oui, alors là aussi, il y a plusieurs témoignages qui concordent et qui disent que juste avant un drame, alors que ça peut être une tempête, ça peut être des récifs qui approchent, eh bien, il y a les fantômes des anciens capitaines qui ont été sur ce navire, ou bien parfois le père du capitaine lui-même, lorsqu'il était lui-même dans la marine, se manifeste sous forme de voix, sous forme d'apparition, pour prévenir du danger. Alors évidemment, c'est souvent dans des moments d'extrême urgence, donc en fait les marins ne savent pas que faire, mais généralement ils suivent les conseils de la voix fantomatique, ils s'en trouvent bien, parce que justement, s'ils ne le faisaient pas, eh bien ils se retrouveraient sur les récifs ou bien emportés par un coup de vent. Et donc il y a notamment une de ces histoires qui est rapportée par justement un marin, et qui a reconnu justement dans une voix comme ça qui émanait donc c'est tout, une voix invisible, il avait reconnu le timbre de la voix jusqu'aux expressions de son propre père, qui était défunt, et qui le prévenait justement d'un coup de vent, et qui lui disait dans son patois, piouja, piouja, et ça voulait dire qu'il fallait justement appuyer la barre de l'autre côté, de façon à éviter de rencontrer des récifs, et eux ne savaient pas qu'il y a des récifs un peu plus loin. Génial, de très belles histoires de marins fantômes. Et enfin, dernière question, Édouard Brazé, pour conclure cet entretien et clore ce dossier autour du merveilleux concernant les fantômes. Est-ce que vous croyez aux fantômes, comme vous croyez peut-être aux elfes, aux farfadets, aux lutins? Eh bien, je vais vous dire que avant d'entreprendre les recherches pour ce livre, je ne croyais pas spécialement aux fantômes. Je pensais trouver des histoires, effectivement, peut-être un peu effrayantes, mystérieuses, mais je ne croyais pas spécialement aux fantômes. Depuis que j'ai fait toutes ces recherches et que j'ai écrit ce livre, j'y crois. Et je vais vous dire que souvent, alors que j'étais en train d'écrire cet ouvrage, ce guide du chasseur de fantômes, eh bien, je n'ai pas dormi toutes les nuits. Et parfois, j'étais justement visité par des rêves, par des cauchemars, plus exactement, avec justement ces êtres qui revenaient, me parlaient. Et je crois qu'aujourd'hui, je serais très très vigilant si je devais passer par exemple une nuit dans une maison hantée. Ah oui, vraiment. Je suis pas sûr que j'accepterais de passer cette nuit dans les meilleures conditions possibles. J'imagine. Merci en tout cas, Édouard Brazé, de nous avoir servi de guide sur ce sentier inquiétant du monde des fantômes. Je recommande à ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, ce livre, Le Guide du chasseur de fantômes. C'est aux éditions Le Pré au Clair, mais également aux éditions Le Pré au Clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes venu nous rendre visite la première fois ici dans Les Aventuriers de l'étrange. L'encyclopédie du merveilleux concernant le bestiaire fantastique que l'on avait découvert ensemble. Et puis le titre du second, c'est du peuple de lumière, non, ou du peuple de l'ombre? Non, en fait le premier c'est des peuples de la lumière. Voilà, les peuples de la donc lumière. Il parle de tout ce qui est elfes, anges, fées. Le second c'est le bestiaire fantastique avec les dragons, les licornes. Alors le prochain qui paraîtra à l'automne, qui paraîtra au mois d'octobre, sera consacré au peuple de l'ombre. Et là il y aura les démons, les fantômes à nouveau, les loups-garous et les vampires. Oh, génial. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Ah si vous voulez.
Je n'ai pas trop peur. Parfait, ce sera parfait. Merci beaucoup en tout cas, Édouard Brazé. Je Merci vous souhaite à vous. une bonne nuit. J'espère que les fantômes ne viendront pas trop nous réveiller cette nuit. Mais en tout cas, passez une bonne nuit et à bientôt donc au mois d'octobre pour parler de ce nouveau livre qui sortira. Chez quel éditeur? Éditeur Le Pré au Clair aussi Toujours pareil? très au clair. Très bien. Merci beaucoup, Édouard Brazé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Regina Forza. Un appel à témoins avant de se quitter pour préparer les futures émissions que nous allons vous proposer. Si vous avez, dans le cadre d'une émission sur les ovnis, assisté, observé quelque chose d'étrange dans le ciel un jour, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Si également, pour préparer une émission sur la transcommunication, vous avez eu un contact d'une manière ou d'une autre avec une personne décédée, votre témoignage nous intéresse également. Et enfin, troisième série de témoignages, toujours dans le cadre d'une préparation d'une émission à venir assez rapidement. Si vous êtes allé consulter un voyant ou une voyante, votre témoignage nous intéresse pour nous dire comment est-ce que ça s'est passé et si le voyant ou le voyante était intéressant, si c'était un escroc, si ce qu'il vous a prédit est arrivé par la suite. Pour ces séries de témoignages, vous pouvez nous appeler quand bon vous semble, 24 heures sur 24, au 0826 300 300 et ensuite vous allez directement sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous nous laissez vos coordonnées, votre nom, vos coordonnées, l'objet de votre témoignage et nous vous rappellerons bien entendu. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0826 300 300. Nous nous retrouverons bien sûr samedi et dimanche prochain. Samedi, un prestidigitateur sera mon invité, Ranky, à la suite de la publication de son livre intitulé De mes yeux vus, puisqu'il a participé à démanteler, à débusquer certains escrocs, mais il a également assisté à des phénomènes paranormaux qui l'ont laissé un petit peu pantois. Il viendra nous en parler avec quelques témoins également qui ont assisté comme lui à des phénomènes paranormaux. Ça sera samedi. Et puis dimanche prochain, nous parlerons de la transcommunication avec donc ce dossier très intéressant. Peut-on communiquer avec des personnes décédées? Vos témoignages, vos réactions au 0826 300 300 si vous voulez participer bien entendu à ces émissions. Merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission. Merci à Pierre Massias qui m'aide à les construire comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Au week-end prochain, au revoir.